Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue sur Equinox Télévision, mesdames et messieurs. C'est une nouvelle édition qui nous donne encore l'occasion et la joie d'entrer chez vous. Et merci de nous recevoir convenablement. On parle encore de ces retraités qui ont 15 ans, 18 ans, 11 ans pour beaucoup, sans avoir accès à leur pension retraite. Et depuis des jours quand même, des images circulent sur les réseaux sociaux montrant ces vieillards, ces sexagénaires, ces octogénaires qui n'arrêtent justement de faire entendre leur voix, demandant le gouvernement camerounais à tout faire pour que les pensions retraite de ces derniers soient payées. Que se passe-t-il finalement au Cameroun avec la question bien évidemment de ces retraités qui n'ont plus accès à leur pension retraite? Que fait-on de l'argent de ces retraités? Où se situe exactement l'argent de ces retraités? Comment comprendre le phénomène qui devient de plus en plus grandissant au Cameroun et le bruit qui commence bien sûr à faire entendre, on va dire, à se faire entendre? Ou encore au final, madame, messieurs, posons-nous une question évidente. Qu'est-ce qu'on fait de la sécurité sociale au Cameroun? Autre fait, pas de moindre, on le sait, il y a eu de nouvelles recommandations du chef de l'État, Paul Biya, à l'endroit des instituteurs, si vous voulez, des enseignants de l'éducation de base. Peut-on véritablement croire à cette réalité du chef de l'État, d'ailleurs qui, compte tenu de l'augmentation des dépenses du personnel de l'État au titre de l'exercice 2022, le chef de l'État instruit le ministre des Finances de procéder au réajustement du cadrage budgétaire de l'exercice en cours? Paul Biya doit-il ou peut-il se faire entendre? Le ministre des Finances peut-il s'exécuter dans le plus bref délai quand on sait justement qu'en 2017, le même chef de l'État avait laissé des recommandations à l'endroit des enseignants qui n'avaient pas été respectées afin qu'on arrive à sortir l'État du Cameroun des difficultés de paiement? Comment comprendre les injonctions qui ne sont pas respectées? Est-ce que cette fois-ci on peut avoir l'espoir que Paul Biya soit entendu? Que s'est-il réellement passé hier à Bruxelles avec l'influenceur très présent sur les réseaux sociaux, Steve Fa, brutalement tabassé par les membres de ce qu'on appelle la brigade anti-Sardinat de ce côté-là? Les images sont on cherche le mot pour dire, on ne justifie pas un tel niveau de barbarie, mais on tentera ce matin, mesdames et messieurs, de comprendre vraiment ce qui s'est passé entre Stifa et ceux de la place à Bruxelles. Installez-vous confortablement, c'est le Zénith et nous sommes chez vous. Bonbon Bengal, bonjour patriarche. Bonjour monsieur Ngachunumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je me joins aux gars du RDPC qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui parce qu'en fait c'est aujourd'hui que le RDPC naît à Bamenda le 24 mars 1985. Mais une chose avait retenu mon attention, c'était l'article 184 de son règlement intérieur qui faisait de tous les cadres de l'administration publique camerounaise des militants de ce parti officiellement. Parce que sous l'UNC, oui, ce n'était pas aussi ostentatoire. On imposait, on faisait. Mais là, ça a été écrit. Donc, vous êtes nommé censeur d'un lycée, surveillant général d'un collège, CS ou CEG quelque part. 6 mois après, on vous rappelait les cotisations du parti. C'est très bien. C'est comme ça que ce parti a infiltré l'administration au point où ses premiers militants sont les fonctionnaires et agents de l'État. Voilà. On en parle. Isabelle Carozopet, bonjour madame. Bonjour à vous Michel Ngachou, bonjour à ceux qui regardent encore le programme ce matin. On va dire que peu importe les situations, la violence nous réjoue ou alors du moins n'est pas le meilleur recours. Donc il faut dire aux uns et aux autres qu'il n'est pas du tout judicieux de pouvoir opter pour la violence. Les images sont choquantes et qu'on soit dans le camp ou de l'autre, je crois qu'elles sont insoutenables, ces images. On se prépare bien sûr à les regarder tout à l'heure, Isabelle Carozopet, en disant bien sûr aux téléspectateurs, oui, on en parlera, et c'est important qu'à notre niveau, qu'on dénonce ce niveau de barbarie, mais surtout qu'on comprenne ce qui s'est réellement passé. Charles Abel Mathieu, bonjour cher monsieur. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à Isabelle Carole. Bonjour Charles Mathieu. On s'entend bien, l'Afrique parle à travers nous. Mariage de couleur. L'Afrique parle à travers nous. Attends, dis-le clairement. C'est ton beau qui t'a dit que ta fille et toi, vous devez... Bon.
Voilà. C'est un cadeau que j'ai fait à Charlemagne. Voilà. Il a voulu qu'il le Donc, mette c'est ça. ce matin. Patrick, Voilà, et Patrick voilà. va vous faire des cadeaux. Voilà. Oui, pour faire plus sérieux, on va saluer les Camerounais du Canada. On nous annonce déjà qu'il y a une tentative de suicide au sein de la communauté camerounaise. Beaucoup de Camerounais là-bas avaient cru à Liep Limal. Il y a certains qu'on a réussi à récupérer, mais beaucoup ont investi leur argent. Peut-être, on va le dire, ayant bien pensé, mais aujourd'hui ils sont ruinés. Beaucoup sont jetés dans la rue. Les familles sont brisées. Le Canada est en train d'arriver très très fort. Que dit l'État du Cameroun par rapport à cette situation? C'est une question qu'on est en train, on a en droit de se poser véritablement. Ils ont misé gros. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. D'autres ont réévalué leur maison. Les maisons parfois sans informer leur épouse. C'est dur. C'est difficile. On dit généralement qui ne risque n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Mais lorsqu'on a risqué, on se retrouve sans rien. Dans un État comme le Canada et vous êtes dans la rue, c'est dur. Beaucoup vont recommencer leur vie et c'est grave. Affaire Liep Limal. Depuis quelques semaines, ça fait grand bruit. Peut-être on n'en parle pas parce qu'on prend toujours la peine de mieux recouper, mieux comprendre ce qui se passe exactement avec M. Sim. Et ces milliers de Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui ont mis de leur argent, Plus de l'extérieur. surtout de l'extérieur, qui ont mis de leur argent et qui n'ont pas été payés. Est-ce que c'est une nouvelle forme de fait manière? Est-ce que les informations qui gravitent aujourd'hui autour de Liep Limal sont des informations crédibles? Qu'est-ce qui se passe exactement avec ce que beaucoup qualifient de blanchiment d'argent au Cameroun aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, c'est un sujet qui est assez passionnant. Et nous y travaillons depuis des semaines. Le moment venu, tout sera déballé. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Dites à vos frères d'éloigner le plus possible la culture de la facilité. À plusieurs reprises, il y a eu ce genre de multiplication d'argent et à plusieurs reprises, les gens ont été dupés. Et encore une fois, vous vous retrouvez à investir votre argent et vous retrouvez après dans la rue, sur les réseaux sociaux, à pleurer, à pleurer, à pleurer. L'argent ne se multiplie que lorsqu'il a été utilisé à bon escient. Merci beaucoup, chère dame. Allez, tout de suite l'histoire. Et parlons d'histoire. Nous entrons chez vous. Ce sont des faits. Dominique. L'histoire de ce matin nous est rapportée par un jeune garçon de 20 ans. Il dit que c'est devenu compliqué à la maison entre ses parents parce que son père a découvert que sa mère avait eu une augmentation salariale suite à sa promotion au sein de l'entreprise. Visiblement, sa mère n'avait pas dit à son mari qu'elle a bénéficié de cette augmentation il y a 4 mois lorsqu'elle a été promue et son père, visiblement, encore une fois, en fouillant son téléphone, s'est rendu compte que sa femme avait eu une augmentation. Lorsqu'il a confronté cette dernière, elle n'a rien voulu lui dire et il lui a dit désormais, tu vas devoir me présenter ton bulletin de paye, auquel cas on ne pourra pas s'entendre. Sa femme de son côté a dit qu'elle ne lui présenterait plus rien du tout et son mari donc a pris sur lui d'aller rencontrer sa belle famille et a dit à sa belle famille, si jamais au grand jamais, appelons-la Claire, ne nous donne pas, ne me présente pas les bulletins, ces bulletins de paye, je vous promets, ce mariage n'ira pas plus loin que ça. Aujourd'hui à la maison, ce sont des tensions, on ne se parle plus, on ne s'entend plus, tout tourne en dispute, en chamaille, en querelle. Cet enfant qui nous écrit s'inquiète pour ses cadets et aimerait savoir si de lui pourrait venir potentiellement une solution pour que ses parents se rabibochent, s'arrangent, que les problèmes s'arrangent entre ses parents. Voilà. Merci et bonjour à toutes les femmes qui certainement ont un salaire plus élevé que leur mari. Bonjour également aux hommes qui regardent permanemment ce que touchent leurs femmes, non seulement. Eh bien, bonjour également à ceux qui, chaque matin, ne parviennent pas à se regarder les yeux dans les yeux parce que monsieur estime que madame n'a peut-être plus le même regard vis-à-vis de lui. On va essayer justement ce matin de comprendre les frustrations qui peuvent être présentes au cœur de certains foyers, au cœur de certaines familles. Mais le comportement d'une femme qui pourrait avoir un salaire plus élevé que celui de son mari. Mais comment comprendre en même temps que cette dernière ait un salaire plus élevé et qu'elle ne prenne pas sur elle d'en informer son mari? Fâché, courroucé, énervé, il faut en découdre. Frustration ou pas, la question est posée. Isabelle Carozoupette,
Peut-on dire que c'est un homme frustré? Je la pose comme ça de façon... Hein? Il est frustré par le salaire de sa femme ou pas? Dites-nous. Oui, on dirait peut-être qu'il est frustré ou alors qu'il peine à comprendre de quoi il s'agit ou de quoi il est question quand on parle du mariage. Je crois qu'il y a des questions qu'on devrait prendre avec beaucoup de pincettes, ce n'est pas le cas pour lui. Il est au courant que sa femme a un salaire, qu'elle travaille dans une entreprise ou alors qu'elle a une activité. Il le sait certainement, c'est-à-dire que le fait de dire qu'il y a augmentation veut dire qu'il connaît l'ancien salaire de sa femme. Oui, tout à fait. Ben, moi, je crois que c'est suffisant. Elle a informé son chéri de ce que, écoute, voilà, je gagne 50 000 à la fin du mois. Aujourd'hui, il se rend compte que c'est passé à 70 000 francs. Ben, il doit comprendre qu'il y a une augmentation. Et la dame a estimé, par exemple, qu'il n'y a pas lieu de venir faire une bande-annonce ou de dire que chérie, écoute, mon salaire a augmenté. Je crois que quand on est un homme, quand on est un vrai, on ne s'intéresse même pas à ce genre de choses. Si par hasard, il arrive qu'on s'intéresse parce que peut-être la dame a dit ci ou ça, c'est pour essayer de l'orienter et dire non, je crois que là c'est un peu plus excessif, essaye de diminuer un tout petit peu, mais vraiment regarder et tout, l'homme ne s'intéresse pas à ça. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que cet homme aujourd'hui va faire de ça tout un scandale parce que la dame ne lui a pas dit, parce qu'en réalité elle n'a même pas caché. C'est qu'elle ne lui a pas informé parce qu'elle a estimé que ça n'était pas une parlant d'information, de dire écoute, on a augmenté mon salaire. Donc je ne pense pas qu'il va prendre ça aujourd'hui comme une trahison, comme le fait qu'elle ait une information et qu'elle ne partage pas cette information, rien du tout. Elle estime que le salaire... Donc l'information pour vous n'est pas importante à partager? Elle est banale. Quand ça concerne l'argent, ça devient c'est banal. pas une information qu'on donne à l'homme. Ah d'accord. Donc pour vous elle est banale, Isabelle Carozo. Enfin, pour vous elle est banale parce qu'en réalité il y a eu augmentation de salaire. Vous rentrez, vous ne faites pas le point avec votre mari en lui disant bah, écoute, entre-temps on a eu un salaire plus élevé, merci de m'accompagner parce qu'en fait on se soutient, et bien voilà des fruits du travail que nous faisons au quotidien. Nous ça. Avec qui? C'est son salaire à elle. Monsieur et madame. C'est elle qui est l'employée dans cette entreprise, c'est pas son mari. Ah d'accord. C'est son salaire. D'accord. Voilà. Ok, Isabelle, poursuivez. Elle lui a dit combien elle touche. Maintenant, on a augmenté le salaire, plus besoin de venir encore informer le monsieur. S'il se rend compte, il s'est rendu compte. Dans une causerie, je peux dire, oui, dernièrement même, voilà, on a augmenté 50 000 sur les 300 millions, ça fait 305. C'est-à-dire que dans une causerie, c'est pas le genre où tu vas débarquer le soir pour dire, ben chérie, écoute, voilà, on a augmenté ci ou ça. Et je dis, il ne devrait pas faire un problème dessus, veut dire que en réalité, cette femme est dans un ménage où elle travaille, mais en réalité, ne voit même pas ce qu'elle perçoit. C'est sûr que le chéquier, c'est son mari qui le possède. C'est lui qui va retirer l'argent à la fin du mois. Ce qui n'est pas normal et logique du tout. Je crois que si la dame se comporte ainsi, c'est parce qu'elle a pris le temps d'observer et de comprendre le type d'homme qu'elle a en face. Elle se méfie donc de son mari? Elle se méfie de son mari parce que le salaire qu'elle a, ou alors qu'il sait qu'elle a, elle ne s'en sort déjà pas parce qu'il a toujours le regard dessus, fait tous les plans dessus, fait toutes les projections dessus. Ben, elle se dit, ok, d'accord, si le bon Dieu a voulu qu'on augmente, c'est pas 50, 100 000 francs dessus, autant mieux ne pas le dire et que ces 25 000 francs me permettent au moins de m'acheter mon lait de toilette, par exemple. Donc, est-ce que c'est raisonnable de vivre, d'avoir de tels fruits et de le cacher pour soi? Parce que j'imagine que votre mari, que son salaire augmente et que vous soyez informé de cela et qu'il vienne partager cela avec vous, la réjouissance, elle est commune. Pourquoi au niveau de la femme, si on s'entend ce que vous dites, il ne faut pas en parler à son mari? Pourtant, c'est un travail qui se fait au quotidien. Votre mari vous motive, votre mari vous encourage, votre mari peut vous déposer au boulot le matin, votre mari est celui qui vous motive sous la couette. Mais lorsqu'il y a au moins augmentation, que ce soit 5 000, on peut au moins lui dire, non Isabelle? Quand une femme travaille dans un couple, c'est comme une cerise sur le gâteau. Même si votre mari peut être cupide, vous ne lui dites rien? Lorsqu'une femme travaille dans un couple, c'est comme une cerise sur un gâteau. D'accord. Ça veut dire qu'en réalité, c'est l'homme qui s'occupe de tout, alors qui porte cette responsabilité. Maintenant, aujourd'hui, les femmes sont complaisantes et assez altruistes et décident de partager les charges
d'épauler leur mari, de les soutenir au nom de l'amour, de le faire, ce qui est déjà une bonne chose. De dire, écoute chérie, voici mon salaire. Maintenant, s'il s'avère que ce salaire soit augmenté, elle peut le dire ou pas. Moi, je dis, ça ne devrait pas faire l'objet d'un débat dans le couple au point où monsieur parle de trahison, ce qui va avec, parce que ça ne tient pas la route. Et je dis, si la dame a caché à son mari le fait qu'on a augmenté son salaire, parce que déjà, ce qu'on lui donne, elle ne s'en sort pas. Parce que c'est monsieur qui lui dit, écoute, retire 30 000, va faire ci. Les 50 000, là, tu feras ça. Les 100 000 francs, mets sur mon chevet. L'autre partie de l'argent, dépose ça par-ci, dépose ça par-là. Elles se sont frustrées, étouffées, agonisent même à la limite. Ce qui ne devrait pas être le cas. Un homme, un vrai, n'est pas regardant sur les questions financières, surtout en ce qui concerne la femme. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut dire, et ce que peu ne savent pas ou alors refusent de comprendre, c'est que l'argent de la femme, en réalité, c'est pour le couple. Une femme n'appellera jamais son mari pour dire que vraiment en train le soir, garde-moi les rideaux, par exemple. L'argent de l'homme également, c'est pour le couple, en fait. Michel Ngacho. Une femme ne dira jamais à son mari en rentrant le soir, garde-moi des rideaux. Elle ne dira pas qu'en rentrant le soir, j'ai besoin de X ou de Y, du moins ce qui concerne les choses de la maison. Pour acheter une paire de chaussures à l'enfant, il n'aura pas besoin d'appeler son mari ou de l'alerter. Donc, c'est des choses qu'elle fait normalement, naturellement, et vous pensez qu'elle puise ça où? Quand elle vous achète une belle cravate, quand elle vous achète une veste, quand elle vous achète des chaussures, c'est à peine si vous lui dites merci. Et c'est d'autres même qui les apprécient. Donc je crois qu'elle devra avoir une marge de manœuvre que vous devez même vous arranger à augmenter même. Parce qu'en réalité, l'argent de la femme, c'est pour le bien du couple. Très bien, madame. Bon, Bengal, je me retourne vers vous. En écoutant justement Isabelle Carole dans son analyse, mais surtout, on a le sentiment qu'au final, l'homme est l'employé de la femme ici. Je me permets de le penser pareillement, de le dire. Mais surtout, il y a un souci ici, bon, Benga, c'est l'enfant qui se sent dans les conflits, les tensions entre papa et maman à la maison. Comment ramener la sérénité au vu du problème posé au sein de cette famille? Vous savez, M. Ngachou, au regard de l'expérience que les hommes ont vécue lorsque les femmes ont commencé à mener des activités qui génèrent de l'argent. Oui. L'expérience a amené des hommes à fermer les yeux. À fermer les yeux. Parce que pour la plupart, ils se sont rendus compte que l'argent de la femme, c'est pour elle et sa famille. Pour garder l'harmonie, ils ont laissé faire, ils ont toléré. Et tout. Mais un vrai mariage, la femme, on n'a pas à lui poser des questions. Elle donne son salaire à son mari. Merci, mon père. Elle donne son salaire à son mari. Nous vivons actuellement depuis un mois la grève des enseignants. Vous avez entendu parler de... comment ils appellent ça? Tous les 2 ans, les fonctionnaires, ils font ce qu'on appelle, on les augmente les avancements. Tous les 2 ans, c'est avancement. Donc, quand vous êtes, donc, je vous prends ce cas, vous êtes 2 fonctionnaires. Tout le monde sait que tous les 2 ans, il y a un avancement. Tu as été recruté catégorie B A1, indice 510, salaire de bas tant. Tu sais, tous les 2 ans, on ajoute des indices et tout. Pourquoi ça ne faisait pas le problème à un moment donné? Pourquoi? Parce que la femme, quand vous lui donnez 1000 francs, il sait que vous ne t'inquiétez pas, même si vous dites que le marché est comment, il va garder 200. Nous, on dit la maison lui appartient, c'est normal. Mais pourquoi, sachant que c'est elle qui gère la maison, ne peut pas ajouter le baume au cœur à son mari en lui disant, mais chérie, on a ajouté 20 000 sur mon salaire, maintenant je suis à 70 000. Non, cette femme-là, elle a des plans. Mais lorsque vous dites que la femme doit venir dire à son mari, tiens, voici mon salaire. Mais si elle ne dit pas... Dans ce cas, elle a peur, elle a l'impression qu'elle a en face d'elle un homme cupide, bon, Bengal. Et que la cupidité de l'homme est une barrière, bien sûr, à cette façon de faire. Est-ce qu'il n'y a pas également aussi de dire qu'il y a des hommes qui dérangent par leur cupidité, au lieu d'encadrer leur femme dans ce qu'elle gagne, au lieu de les orienter en leur disant, bon d'accord, chérie, tu as gagné 50 000, 100 000, je ne sais pas combien tu gagnes, ou 200 000, quelles sont les orientations que tu comptes avoir à cet argent, sans pour autant s'en mêler, mais au moins être informé. Est-ce que ce n'est pas parfois cette cupidité-là qui éloigne les femmes qui crée des barrières? Oui, il y a des hommes cupides, il y a même des gens méchants. Ouais. Il y en a qui sont alcooliques, il y en a qui sont... Non, ça existe.
Ces hommes-là existent, c'est vrai. Mais ils sont combien? Dans la proportion des hommes généraux, c'est une infime partie, ils ne sont pas nombreux. Bon, surtout qu'il n'y a pas de statistiques. Et surtout dans nos traditions, lorsque la femme intègre une famille et qu'elle est admise dans cette famille, il suffit qu'elle rapporte au chef de famille que comme tu vois là ton fils, papa, c'est toute la famille qui s'abat sur cet homme. Non, je n'ai jamais vu ça. Lui, c'est les bars, lui, c'est si, les enfants, non. On va redresser cet homme. Mais quand la femme a su que, de toutes les manières, je gère, l'homme ne met même pas un regard sur ce que je gagne, elle s'est permise tout. C'est le cas, de mon point de vue, c'est le cas ici. Ce n'est pas parce que son mari est cupide, son mari est... Lorsqu'il va dans la belle famille, il dit, tant qu'elle ne présente pas son bulletin de paye, je la vis. Est-ce que c'est une solution? Non, là c'est à ce niveau que je le condamne. Ne devait pas. Je lui dis, mon fils, tolère, on tolère. On laisse tomber. Je vous ai pris l'exemple de... Elle est là, mais écoute. C'est-à-dire, elle abandonne ses propres enfants pour s'occuper de ses petits frères. Elle dit qu'attendez votre père. Et puis, il y a une femme comme ça. À ce moment, tu fais comment? Tu tolères. Parce que c'est l'équilibre que tu veux. Porter ce problème à la belle famille, non. À la limite, tu peux parler à ta belle-mère en riant même. Oui. Tu sais que bon, Marguerite, là, c'est sa maman. Il y a même découvert qu'on a ajouté, mais elle ne me dit rien. Mais comme elle entretient la maison, bon, d'accord. Ou alors, un homme comme nous là, quand tu dis, tu ne dis rien, tu la pièges. Tu commences toi-même à imaginer des dépenses, à créer des dépenses, des pots de dépenses. Et à te dire que tu es dans l'ongé mais mal. Donc l'argent que tu lui apportais, que tu lui donnais 20 000 par mois, tu ajoutes 5 000. D'accord. Voilà, tu gardes le reste, tu dis bon voilà, je me suis battu. Mais tu crées des postes de défense, des dépenses pour voir comment elle essaie comme ça, qu'on piège sa femme. Mais en riant un peu de l'élève pour que justement après tu lui dis chérie, j'ai découvert que mais tu tolères, c'est pas des affaires qu'on porte à la place publique. Elles sont très nombreuses justement à nous regarder ce matin, les femmes. Elles sont très très nombreuses à aller commenter sur la page Equinox Télévision. Eh bien, pour vous qui n'êtes pas sur le smartphone, allez simplement sur Facebook, tapez Equinox TV, vous verrez le logo qui s'affiche. Abonnez-vous, et bien vous allez lire les commentaires qui sont en train de défiler de ce côté-là. C'est incroyable. Les femmes se défendent comme elles peuvent se défendre, mais les hommes également sont dans ce combat. Mais je veux comprendre, Charles Lamel, est-ce qu'on ne peut pas dire ici que pour ceux qui sont dans des mariages à régime monogamique, que l'on parle des biens communs? Si on parle des biens communs ici, est-ce que le salaire en même temps, permettez Isabelle Carole, la question pour Charles Lamel. Ça n'entre pas. Comme ça, monsieur Ngatou. Non, je l'accepte pour Charles Non, Lamel. le salaire n'entre pas. Non, mais parce qu'il doit poser la question correctement. Non, parce qu'on se pose à ce qu'il veut dire. Je parle de biens communs. Est-ce qu'au moment où on parle de biens communs, le salaire également ne doit pas être connu? Autant l'homme connaît le salaire de la femme, comment peut-elle prendre sur elle de ne pas en parler à son mari et pourtant pas de biens communs pour le cas justement des mariages monogamiques? Et pas l'inverse. Voilà, des mariages monogamiques et un régime bien commun. Un régime bien commun, voilà. Monsieur Michel Ngatou, la femme c'est comme le prêtre. Faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas et n'imitez pas ce que je fais. La femme réclame le dialogue, le partage, la vérité, la fidélité. Elle réclame encore et à tue-tête l'égalité, monsieur Michel Ngatou. Mais lorsque vous arrivez dans les 5,50 m de la femme, elle se braque. Vraiment. Si cette femme n'était pas l'adversaire de son mari, qu'est-ce qui lui coûtait de rentrer dire à son mari, là, ça va augmenter le salaire. Mais tu sais. Le dialogue qu'elle réclame, elle entame le dialogue avec son mari. Vous voyez donc une femme qui a décidé de rompre le dialogue, qui a décidé de scinder l'esprit de famille, qui a décidé de tuer le peu d'amour que l'homme avait encore à son endroit, en cachant. Elle n'a pas caché.
Comment a-t-il découvert? Elle a estimé que ce n'est pas une nouvelle ou une information. Comment a-t-il découvert? C'est un non-événement. Est-ce que c'est Alice au pays des merveilles qui C'est lui a fait un le courrier non-événement. dans C'est un non-événement. Non, il l'a découvert. Et lorsqu'il découvre, je suis étonné. La réaction, c'est, j'ai oublié de t'en parler, je devais t'en parler. Vraiment, le Seigneur va parler. Mais la femme se braque. À telle enseigne qu'il va voir la famille et qu'ils disent qu'il faut qu'elle présente. Jusque-là, elle se rebraque. Donc, M. Michel Gachou, il a l'opposition dans son maison. La démocratie est un danger dans le foyer. Je dis la démocratie. Laissez vos affaires de consensus. Maintenant, il faut estimer. Bah, vous entendez parler, vous allez dire. Il faut estimer. Monsieur Michel Gachou, il y a des hommes qui vous la regardent. démocratie est un danger. Il y a des hommes qui vous regardent ce matin, qui risquent au moment où on parle d'appeler leur Je enfant dis pour bien, donner la démocratie est un danger pour le foyer. C'est un danger pour le foyer. Est-ce que vous n'êtes pas excessif là, monsieur Mbachou? Monsieur Michel, Il est très excessif. ça dépend de comment vous voyez. Maintenant, moi, si j'avais été à la place de cet homme, j'aurais calculé le temps depuis l'augmentation 4 mois. jusqu'au jour de la découverte. Ça fait 4 mois seulement. Mon Dieu, Juste. c'est beaucoup d'argent, monsieur Michel. Ce n'est pas le vôtre. C'est beaucoup, pardon. Ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas votre argent. Monsieur Michel, même pour que la femme travaille, elle demande l'autorisation. C'est vous de qui son l'avez mari. envoyé à l'école. Bon, en tout cas, Elle demande l'autorisation de Ça son dépend. mari. Et alors? Si le mari n'est pas d'accord, ça dépend. mais attendez, vous êtes là parce qu'il y a un homme qui vous autorise à être là. Mon bon, je le salue, il vous autorise à être là. Le gars peut se lever matin, dit tu ne sors pas. Et tu ne sors, tu fais le choix entre sortir et le mariage. Attendez, il faut que nous C'est prendre que c'est pour un elle. insensé. Oui. Donnez même tout, c'est un insensé, un écorné. Donnez tout ce que vous voulez, ça n'empêchera pas ce qu'il va prendre comme décision. Donc cette femme doit d'abord prendre, M. Michel Gachou, le supplice de 4 mois, elle dépose. Automatiquement, sans hésitation ni mêlée, elle prend le supplice de 4 mois, elle dépose. Parce qu'ils sont allés sur la base, on met le salaire par terre. Est-ce qu'elle voit pour son mari? J'ai dit, ils sont allés sur la base, on met le salaire par terre. Comme on dit, je parle comme au quartier, par terre, c'est par terre. Elle vient avec les 4 mois, elle dit moi ça. Voici d'abord les 4 mois pour résoudre le problème. L'homme prend et dépose, il va tirer à côté de ça. Ça va Est-ce que lui n'est pas excessif quand il demande à la femme de lui présenter dorénavant tous les bulletins de paie? En principe. Au cas contraire, il la vit. Est-ce que lui-même, En principe, l'homme le fait parce qu'il s'est rendu compte que la femme a adopté d'autres attitudes. La femme est rentrée dans une succession de dépenses. La femme est rentrée dans une succession parce que l'homme observe la femme. il a peur que les choses se fassent dans son dos alors. Oui, mais attendez, vous avez des femmes, monsieur Michel Gachou. Quand vous devez faire la fondation de la maison, elle rêve d'avoir des greffes qui arrivent aux fesses. Elle fait tout, elle vous pousse, elle dit ouais, l'argent de ce mois, comme tu voulais dépenser pour les sacs de ciment, pardon, elle dégraisse un peu, je m'achète même une greffe. Tu vois, toutes mes copines ont les greffes, elles font la manicure à la prison, elles font la pédicure. Est-ce que je ne peux pas? L'homme dit, lorsqu'une peine comme celle-là se pose, vous voyez comment ça rentre. Et la femme ne sait pas que l'homme qui observe sa femme, qui la suit du regard, sait exactement quel type d'habit est là, quelle babouche est là. Lorsqu'il voit de nouvelles choses entrer, il va se poser 3 questions. Est-ce que ma femme me trompe? Première question. Est-ce que ma femme est entrée dans quelque chose dont je ne suis pas au courant? Est-ce qu'elle a subi une autre... Il joue son rôle d'homme. C'est ça. C'est ça. Si l'homme avait eu l'information dès le départ, gendarme, où la femme lui avait dit, on a manqué, mais je ne te donne rien. Je ne suis pas sûr qu'on se rentre le débat aujourd'hui. Mais c'est parce que l'homme a découvert, par rapport aux engagements. Vous savez, il y a dans les foyers où on dit, l'homme dit à la femme, Faut sortir. tu t'occupes des charges de la cuisine, on répartit les tâches. L'homme prend la santé, il prend les charges fixes, eau, lumière, tout ça. Il gère même, s'ils sont en location, il gère. Quand le gars se rend compte, à un moment donné, le gars se rend compte qu'il étouffe. Il faut absolument multiplier. Ça, c'est pour les couples occidentalisés. Il faut absolument multiplier. Et il découvre qu'à compter depuis 4 mois, sa femme, en plus, elle le laisse souffrir. Alors que lui se dépense, vous voyez, ça pousse. C'est les méthodes. Chaque couple a son règlement intérieur. Je crois que la femme a violé le règlement intérieur. Et c'est la raison pour laquelle ce monsieur se comporte de la sorte. Dominique Audrey, vous êtes, j'ai l'impression, aux antipodes de ce que nous ramène Charlamel comme argument sur ce plateau. Vous estimez que l'argent de la femme, c'est l'argent de la femme, c'est pas l'homme qui l'a envoyé à l'école. Il n'y a donc aucune contribution de la part de l'homme pour qu'elle soit au mieux dans son aise, à son lieu de service. S'il y a une contribution, ça Alors, implique quoi? pourquoi vous trouvez
Ou comment trouvez-vous justement que son salaire ne doit pas lui être tenu informé en termes d'augmentation? Vous êtes en train de biaiser les choses. Le monsieur connaît la base du salaire. Il connaît, il maîtrise l'essentiel. Maintenant, si on se retrouve avec une femme qui commence à faire des cachotteries à son mari en termes d'argent, ça veut dire qu'il y a eu un précédent, il y a eu un problème avant. Vous pensez que les femmes sont sottes lorsqu'elles vous donnent de l'argent? Non. Une femme peut prendre son salaire, la totalité de son salaire, et vous remet en vous disant « Oui, mon mari, tu es le massa, tu es Dieu, tu es le Monseigneur, tu es tout ce que tu veux. » Bon, voilà, l'argent gère. Et vous partez sur la base d'un projet que vous devriez réaliser tous les deux. Et après avoir perçu l'argent, vous ne réalisez pas ce projet. Vous commencez à dilapider l'argent. Vous envoyez l'argent n'importe comment aux gens, à votre famille notamment. Vous commencez à boire. Vous commencez à avoir un autre comportement qui fait que ça vous ralentit. À ce moment précis, la femme qui vous donnait de l'argent ne vous le donnera plus. Moi, je vois une femme qui a décidé de garder le surplus pour pouvoir se réaliser. Et le moment venu de dire à son époux, Massa, j'ai eu une augmentation il y a 1 an, on m'a augmenté la somme de 15 000 francs CFA ou on m'a augmenté 50 000 francs CFA. Avec les 50 000, je suis entrée dans une tontine, je voulais te faire en fait la surprise parce que oui, les femmes aujourd'hui font les surprises à leur mari en ne leur disant pas la totalité de leur rentrée d'argent pour pouvoir... Je vois l'une d'elles. Donc, une sur ça. Même si elles sont deux, voici la deuxième ou la première si vous voulez. Donc moi je vois une femme qui a en face d'elle un mari qui n'est pas totalement responsable dans le foyer. Et lorsqu'on se rend compte que son partenaire n'assure pas, ne tient pas véritablement les rênes, les femmes se doivent de les supplier et qui sait, de les supplanter et maintenant de leur montrer comment ça se passe, comment est-ce qu'on devrait fonctionner. Cette femme veut simplement donner un exemple à son mari en lui disant: quand je te donne de l'argent, ou bien lorsqu'on cumule notre argent et qu'on décide d'épargner, voici ce qu'on peut faire. Donc c'est une femme qui est en train de se projeter dans la durée. Elle va acquérir un bien, dire à son mari: accompagne-moi, j'ai vu un lopin de terre, allons visiter, et dire à son mari: voilà, j'ai pu économiser ceci, maintenant c'est à ton tour de bâtir la maison sur ce terrain. Donc à ce jeune enfant qui est troublé par ses parents, il faut lui dire que les relations interpersonnelles sont comme ça. À des moments, on peut être bien, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Et à d'autres moments, il y aura des problèmes dans le foyer. Donc maintenant, puisque vous avez 19 ans, vous avez 20 ans, je vais te tutoyer, tu as 20 ans, c'est à toi de le faire comprendre à tes cadets, de t'assurer qu'ils ne soient pas impactés par la dispute entre tes parents. Et on va me dire que non, tu n'as pas le droit, mais moi je dis, tu peux faire asseoir tes parents. Tu as 20 ans déjà, tu es suffisamment mature pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Peut-être pas les juger, mais leur faire savoir. J'imagine l'enfant qui parle au père, dit au père: papa, arrête de demander à maman de te donner. Ce n'est pas ce que j'ai demandé à cet enfant de faire. Justement, tant que vous partirez sur ce genre de postulat, on aura toujours des enfants qui, malgré le fait qu'il ait 25 ans, il ne pourra pas prendre ses responsabilités en tant qu'enfant. Ce n'est pas quand on a 50 ans qu'on va dire à ses parents: maman, tu es allé trop loin dans ce que tu as dit à ton mari, et papa, tu es allé trop loin en levant la main. L'enfant ne devra pas prendre position dans ces situations, voilà. Parce que ce n'est pas à lui de dire au père comment il doit gérer son foyer ou de dire à la mère comment elle doit gérer son foyer. L'enfant se contente de ce qu'il a le droit d'avoir et de pouvoir remplir ce qu'il a à remplir comme devoir, à regarder s'il va à l'école, s'il a à manger, s'il a ci, s'il a ça, c'est tout. Mais il n'a pas à s'immiscer là-dedans, peu importe la position que le père va prendre, quoi que ce soit. L'enfant n'a pas son mot à dire. On va se permettre vraiment, c'est vrai qu'on a débordé, le temps qui nous est très imparti. On va prendre 30 secondes chacun. Dominique, vous finissez, c'est important. Oui, donc je persiste à dire que cet enfant peut jouer un rôle important dans le retour de la paix dans le foyer, en faisant... Qu'est-ce qu'il va dire son père? Papa, laisse tomber, maman, laisse tomber? Non, ce n'est pas ça. En disant à ses parents que depuis, par exemple, depuis que vous avez commencé à avoir les problèmes, il y a Nanou qui n'arrive plus à bien travailler à l'école, Nanou ne mange plus, Nanou ne dort plus. Moi, de mon côté, j'ai du mal à assimiler mes cours, je n'arrive pas à reviser parce que je suis comme ça, je suis comme ça. Faire simplement comprendre à ses parents que leur dispute est en train d'impacter. Et après, si jamais ça ne s'arrange pas, maintenant faire appel à des personnes extérieures et dire aux hommes que ce ne sont pas tous les problèmes que vous avez avec votre femme que vous devez courir pour raconter aux gens et vice-versa. Merci beaucoup. Je m'en 30 secondes, Chalamel. Monsieur Michel Ngatou, dire à toutes les femmes qui nous regardent à la maison: cessez
d'écouter les voisins. Cessez de vivre dans les telenovelas et impliquez-vous dans la gestion de votre foyer. Une femme qui dit à son mari, je vends les condiments, voilà ce que j'ai pris. En rien, ça n'enlève de vous que vous êtes une femme. Ça n'a rien enlève que vous êtes une sous-femme ou un sous-être. Déclarez ce que vous avez à votre époux. Nous avons jusqu'aujourd'hui des femmes magistrates, monsieur Michel Ngatou, je peux vous citer même les noms. Si on nous permet de citer, oui. Des femmes qui, lorsqu'elles rentrent, disent à leur mari, Massa, aujourd'hui le salaire est tombé, les avancements sont passés. Voilà, c'est un sujet de débat entre foyers. Ça raffermit la relation de couple. Dire, on m'a donné. Vous avez d'autres qui arrivent, elle n'a même pas besoin. Elle vient avec l'enveloppe. Tous les 5 du mois, lorsqu'elle a pris son salaire, c'est sous pli fermé qu'elle dépose au chevet de son mari. Ça n'a jamais rien gêné. On veut prendre les exceptions pour confirmer la règle. Non. Merci. Mesdames, vivez votre vie avec votre mari sans que le bruit ne traverse la fenêtre ni la porte, encore moins le Merci, M. Mbatoucher Lamel. Eh bien, elles sont nombreuses les femmes qui nous regardent ce matin. On attend vos avis, vos commentaires, vos réactions. Comment, justement, se comporter en pareille situation? Il y en a qui ont quand même un peu d'expérience. Ce ne sont pas des femmes qui nous regardent ce matin. On espère vous lire, mesdames, véritablement. Je m'interroge sur la question de la cybercriminalité dans les prisons camerounaises. Mercredi. L'arnaque sur Internet ou par la téléphonie mobile tend à se généraliser au Cameroun. Jeudi, nous sommes. L'économie camerounaise a perdu environ 12,2 milliards de francs CFA en 2021 du fait d'actes de cybercriminalité perpétrés contre les entreprises et institutions publiques camerounaises. Ces chiffres sont de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Elle vient de relever ces statistiques qui circonscrivent le champ d'action de ce phénomène d'ampleur redoutable aux prisons de Nebel à Douala et de Kondengui à Yaoundé. La cybercriminalité nous vient des principales prisons de Nebel et Kondengui, disons-le clairement. Il y a des laboratoires dans les prisons de Nebel, des costauds laboratoires dans les prisons de Kondengui, à la prison de Kondengui, où des individus manipulent avec aisance, travaillent avec succès et obtiennent des doctorats en cybercriminalité. L'avenue Kennedy à Yaoundé et le lieu dit ancien 3e à Douala sont également des foyers de cybercriminels. Moliko à l'université de Boya, le département du Noun, qui se présente de plus en plus comme un berceau de cybercriminels. Les deux derniers foyers, Moliko et le Noun, ayant pour particulier que les cibles des cybercriminels qui sont résidents hors du Cameroun. N'ayons pas peur de dire que les activités des cybercriminels prospèrent pour plusieurs raisons. Non-respect des référentiels et recommandations de l'antique, recrudescence de l'usage des logiciels non authentiques, non-respect par les opérateurs télécoms des dispositions relatives à l'identification des abonnés des terminaux, gestion des ressources d'adressage, collecte des données de trafic et localisation, absence d'un programme national de formation et de recherche et développement dans le domaine de la cybersécurité, absence de mécanismes structurés de détection et d'encadrement des talents, distinction entre la régulation du mobile money et les contingences sécuritaires, faible couverture des dispositifs de surveillance et de sécurisation des infrastructures critiques. Les prisons de Yaoundé et Douala viennent de battre les records. Ils se font de l'argent depuis la prison. Ils utilisent toutes les méthodes requises pour pouvoir soustraire de l'argent dans les téléphones.
Comment en est-on arrivé à cela, où les mauvaises choses nous retrouvent déjà dehors? 4 arnaques cybernétiques sur 5 proviennent de ces prisons. Par exemple, à l'issue de l'étude d'impact réalisée dans 13 services de sécurité par l'Antique, 3619 réquisitions ont été reçues. 2641 ont été traitées, dont 32% des dossiers ont abouti aux interpellations des suspects et 13,4% ont été transmis au parquet. Bon nombre de suspects et de coupables ont été arrêtés dans les prisons pour les commissariats, pour les enquêtes, et retransférés dans les dites prisons où d'autres continueraient malheureusement dans leur sale besogne. Comment comprendre qu'aucune mesure n'a été prise? Pourtant, l'année dernière, les forces de l'ordre ont mis la main sur des prisonniers à Yaoundé et Douala qui ont réussi à arnaquer des hautes personnalités camerounaises et étrangères. Parmi eux, on a eu Jean Calvin et Faya et Yafa, écroués depuis juillet 2019 à Kondengui pour des faits d'arnaque. Ce dernier usurpait l'identité et le titre du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoayolo. Il était soupçonné d'avoir escroqué des hommes d'affaires et des personnalités dans les chancelleries et organisations rattachées aux Nations Unies depuis le fond de sa cellule. À Douala, des détenus ont pu estorquer de l'argent, notamment au directeur général de Simencam, au directeur général du chantier naval et au chef secteur des douanes avant d'être démasqués. Nous a livré les rapports de l'Antique. Comment réussissent-ils à se procurer les outils de technologie de l'information et de la communication? Ils ont des laptops, connexion Internet, logiciels, téléphones dernier cri. Plusieurs enquêtes ont permis de se rendre compte que les numéros utilisés émettaient depuis la prison centrale de Yaoundé et Douala. Il ne se passe plus un jour sans qu'aucune autre personnalité ne soit victime d'une usurpation d'identité. Souvent par le biais de faux comptes, sur Facebook par exemple, des cybercriminels se sont ainsi fait passer pour des membres du gouvernement, pour des stars du ballon rond. Samuel Eto'o, lui aussi il en a été victime. La première personne interpellée était dans une prison. Il faut dire que cela entraîne des pertes considérables. Les pertes financières dues aux intrusions des systèmes s'élèvent à 2,5 milliards de francs CFA. Les pertes financières dues au scamming et phishing sont de 6 milliards de francs CFA. Les pertes financières dues au scamming sont dans l'ordre de 3,7 milliards de francs CFA. Les services de sécurité ont recensé en 2021 3105 plaintes à la 3105 plaintes relatives à la cybercriminalité. J'y arrive. 11 128 réquisitions reçues des services de sécurité traitées en 2021. Environ 7 attaques enregistrées sur les sites web des administrations publiques en 2021. Lors des 37 audits de sécurité effectués par l'Antique auprès des institutions publiques, les banques, les opérateurs de télécom ou encore des établissements publics administratifs du pays, 27 052 vulnérabilités ont été découvertes. Il faut donc le dire, la cybercriminalité se porte bien, non pas pour ceux qui ont la liberté, mais pour ceux qui sont détenus dans les prisons. Eh bien, si la prison était un paradis, au finish, alors que nous la voyons comme un enfer, elle ou eux, de l'intérieur, ils réalisent un chiffre d'affaires de 12,7 milliards de francs CFA seulement pour l'année 2021. Merci beaucoup, Monsieur Mbathiou. On va, au-delà de la question qui sera développée sur ce plateau, prendre quand même sur nos bords les questions d'humanité, voilà, j'arrive enfin, dire à ceux qui sont en ce moment dans les prisons et qui nous regardent, quoi qu'il en soit, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble parce qu'en réalité, nous ne sommes pas différents. Il y en a qui vont vous dire, on a de la liberté, mais on est plus prisonnier à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y en a qui vous diront, bah, vous êtes libre là-bas, vous pouvez parler et faire ce que vous voulez. Ben, posez-vous des vraies questions. Qui sont les vrais prisonniers? Comment peut-on se retrouver dans des prisons? Mais surtout, y pratiquer une cybercriminalité incroyable. Qui sont ceux qui sont tapis derrière ce système qui semble nourrir pas mal de prisonniers et même de gardiens de prison aujourd'hui. Le fait, sur les chiffres évoqués par Charles Abem Mbathiou, interpelle plus d'un chef quand même. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, Bonbon Bengan, je commence avec vous, qu'il y a des intelligences qu'on a pris, peut-être malencontreusement, je parle bien sûr de l'État du Cameroun, qui prend sur lui de fermer des intelligences
qui sont exploitables à des endroits. Et une fois en prison, on va absolument travailler, on va absolument développer. Qu'on devient un développeur qu'on se rend compte qu'on a un talent de bandit de grand chemin à travers les TIC. Est-ce que l'État du Cameroun ne peut pas s'en inspirer, les exploiter, afin de rendre des choses plus accessibles pour le Cameroun? Oui, si on était dans un état normal, d'abord ces choses-là, on ne dit pas que ça n'allait pas être fait, mais ça allait être réduit à leur juste proportion. Première chose. Deuxième chose, nous avons ce qu'on appelle les prisons de production. C'est-à-dire, si on découvre une telle maladresse, on peut exploiter le génie, c'est ce que vous demandez. Oui, mais est-ce qu'on est dans un état normal? Dans les prisons, les réinsertions sociales pourraient amener à renforcer la sécurité au niveau informatique. Pourquoi? Parce que avant que l'informatique ou alors toute découverte de la communication ne soit rendue publique, c'est d'abord les forces armées qui s'en approprient. C'est quand les forces armées, les forces de défense, de sécurité s'en sont servies et ont pu mettre en place un système de protection qu'on commence à rendre public un certain nombre de choses. Donc, si cela arrive et qu'ils sont dans les prisons, ça pourrait dire beaucoup de choses. Mais la première, de mon point de vue, c'est que c'est des esprits malins, comme disaient les chrétiens, comme pourraient dire les chrétiens. Les esprits malins, ils se disent, bon, on peut facilement d'ici et on monte un coup. Je ne sais pas, ça peut être le détournement des timbres fiscaux, ça peut être, il se retrouve en prison. Et lui, il vit là-bas avec les relais dehors. Il s'exprimerait mieux dans une prison qu'à l'extérieur de la prison. Qu'à l'extérieur. Et une fois en prison, il développe une sympathie avec les gardiens de prison, bon, on le voit seulement au téléphone, bon, c'est le genre de personnes qui se plaignent, voilà, alors qu'il est en train de multiplier des frasques dehors. Mais tout cela, pour le cas précis, j'interpelle deux personnes. D'abord, le délégué général de la Sécurité nationale et davantage le ministre en charge de l'administration territoriale. Pas le casquette de ministre, mais parce qu'il est secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Sur cette casquette-là, le ministre Tangandji devrait, de mon point de vue, renforcer la sécurité. C'est-à-dire, puisqu'on a des DG qui ont été arnaqués de cette manière, les personnalités comme Samuel Eto'o, on parle même des anciens ministres et tout, à ce moment, qu'est-ce qui a rendu poreuse ces systèmes de sécurité au niveau informatique? Et que représente l'antique et l'agent de régulation du secteur des télécommunications? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne protège pas? Parce qu'à un moment donné, on était même entré dans le site de la présidence de la République et y mettre des images. Donc, en fait, comment les gens sont tellement intelligents que ça devient gênant. Ça devient gênant si on met cette intelligence au service du mal, comme c'est le cas ici. Donc, quelqu'un est déjà en prison et il fait les actes. Ça veut dire qu'en fait, lui vous dit, je suis déjà là où je dois être. Donc, même si vous m'ajoutez 10 ans, 20 ans, de toutes les manières, moi j'ai élu domicile ici. Et j'ai déjà un titre foncier ici. Donc, ça devient... Donc, l'État n'a peut-être pas de capacité parce que l'État n'est pas, vous le dites très bien, on n'est pas dans un État normal. Alors, Isabelle Carros-Depet, c'est quand même 12 milliards en 2021. Vous comprenez le chiffre? 12 milliards brassés dans les prisons au titre de la cybercriminalité au Cameroun. En 2021, on parle bien de l'année dernière. Ça ne vous inspire pas un commentaire? 12 milliards? C'est énorme quand on parle de 12 milliards. C'est l'argent de ce patron. Quand on parle de 12 milliards de la sorte, vraiment je vois les enseignants qui sont en train de grincer encore les dents parce qu'ils se disent 12 milliards de francs CFA, ça nous aurait permis au moins de sortir de ce gouffre. Nous qui pleurons aujourd'hui à chose de l'âme, mais qui revendiquons des choses aussi basiques, mais qui n'arrivons pas ou alors à être servis comme il se doit, ou du moins ceux qui sont de l'autre côté ne veulent pas nous donner ce qu'on mérite. Alors je crois simplement que si le mal devient de plus en plus profond ou alors prend de l'ampleur, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre, qui nourrissent justement ce phénomène aujourd'hui qui, on va dire, contribue à ternir et à amoindrir davantage notre société.
comment ces prisonniers font pour se retrouver dans des systèmes de sécurité aussi précieux, très avancés? Il faut pour cela d'abord se doter des outils informatiques. D'abord parce qu'on a besoin de ça aussi pour arriver à exécuter de sales besoins de la sorte. Pourtant, on vous dit très bien non, dans ces prisons, ils n'ont pas droit à ces téléphones, ils n'ont pas droit à cet ordinateur, ils n'ont pas droit à ci, ils n'ont pas droit à ça. Mais pourtant, vous voyez donc que dans cette cybercriminalité, ce sont des personnes qui excellent en matière ou encore en outils informatiques, qui passent des nuits là-dessus, qui prennent du temps pour pouvoir, à partir de leur compte, poser telle ou telle autre information, aller jusqu'à la présidence de la République. Ben vous comprenez jusqu'à quel point notre système de sécurité aussi est fragile et fragilisé. Défaillant. Parce que s'il faut arriver, ou alors si des personnes arrivent jusque-là, ça veut dire qu'en réalité, on doit foutre tout le monde à la porte. Ils ne font pas leur boulot et les conséquences auraient pu être énormes. Certes, on a pu arrêter ces personnes, mais je crois qu'ils pouvaient atteindre leur objectif avant même d'être arrêtés par la suite. Donc je crois qu'on doit simplement être plus rigoureux, plus exigeant envers soi-même et comprendre qu'il y va de la sécurité de la nation tout entière aussi et des institutions. Merci Isabelle Carozopec, mesdames et messieurs. On vous reprend dans quelques minutes seulement. Eh bien, vous le savez, une pause s'impose. On en reparle.